Bonjour et bienvenue. On attaque tout de suite avec une question qui doit trotter dans la tête de pas mal de praticiens en médecine esthétique. Pourquoi, même avec une super expertise technique, des appareils au top niveau, l'agenda a parfois du mal à se remplir? C'est un peu le monde à l'envers, non? C'est vrai, c'est un paradoxe assez courant. Et justement, aujourd'hui, on va creuser ça. On plonge dans les idées d'une masterclass qui s'appelle The Emotion Map for Aesthetic Marketing. Elle est proposée par le docteur Hari Massoudi. Ah oui, son parcours est intéressant. Oui, il est biologiste moléculaire, ancien chercheur en médecine régénérative, et maintenant il est consultant business, mais spécialisé dans la science, la tech et la beauté. Donc il a ce regard scientifique sur des questions très business. D'accord, donc une approche un peu différente. Voilà. Et sa masterclass, elle s'inspire beaucoup des travaux du docteur Brian Kugelman. Lui, c'est un docteur en sciences comportementales, un expert reconnu en marketing persuasif, design comportemental. Un ponte dans le domaine. Exactement. Donc cette analyse, elle vise vraiment les praticiens en esthétique qui sont ambitieux, ceux qui cherchent à passer à la vitesse supérieure. Très clair. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer comment la compréhension des émotions des patients, via cette fameuse carte émotionnelle, peut vraiment transformer leur approche marketing. Et pour bien commencer, il y a un chiffre clé qui ressort de ces recherches et qui marque tout de suite 95%. 95%. Oui, 95% de nos décisions d'achat seraient en fait inconscientes, guidées par nos émotions. Le cerveau émotionnel y réagit d'abord et c'est seulement après que la partie logique, rationnelle vient justifier la décision. Ah oui, quand même. Comprendre ça, c'est fondamental. Ça explique en bonne partie le paradoxe dont on parlait au début. Exactement. Et c'est là qu'on met le doigt sur le décalage. Les praticiens, logiquement, ils parlent compétences, technologie, résultats visibles, avant-après. Le rationnel, quoi. Bah oui, c'est normal. Mais le patient, lui, sa décision, elle vient d'ailleurs. D'émotions profondes. La peur, par exemple. J'ai l'air plus vieux ou plus vieille que je ne me sens. Le désir. Je veux que mon extérieur reflète enfin qui je suis. La frustration. J'ai tout essayé. Les crèmes, les machins, rien ne marche. Ou l'espoir. Peut-être que ça va enfin marcher pour moi. Ce 95%, il faut vraiment l'avoir en tête. Et cette dimension émotionnelle, elle est particulièrement forte en médecine esthétique. C'est logique, parce qu'on touche à l'image de soi, à l'identité, parfois à des insécurités très très ancrées. C'est pas comme acheter une voiture. Pas du tout, aïe. C'est une démarche hyper personnelle, intime. Donc, le marketing qui marche dans ce secteur, ce n'est pas celui qui fait l'impasse sur ses émotions. C'est celui qui commence par les reconnaître, les valider, avant même de parler solutions techniques. Il faut qu'il y ait une résonance. Et c'est justement pour aider à naviguer là-dedans que le docteur Kugelman a mis au point cette carte émotionnelle. Et le docteur Massoudi, lui, il l'applique au monde de l'esthétique dans sa masterclass. D'accord. C'est pas juste une idée comme ça, c'est présenté comme un cadre basé sur la science comportementale. L'idée, c'est d'avoir une sorte de boussole, un plan pour savoir quelle touche émotionnelle activer et quand pour transformer un prospect intéressé en patient confiant. Une sorte de GPS émotionnel alors. C'est un peu ça. Alors, cette carte, elle a 4 grands cadrans, 4 territoires émotionnels. On commence par le premier, l'insécurité. Alors, l'insécurité. Ici, l'émotion principale, c'est clairement la peur. Peur de vieillir, peur de voir son apparence se dégrader, peur de rater le coche, peur que ça empire si on attend. Une peur liée à la perte, en quelque sorte. Exactement. Une perte de contrôle, perte de jeunesse. Du coup, l'objectif marketing, c'est de créer un sentiment d'urgence, de souligner les conséquences si on ne fait rien. Le ton est plus direct, il met l'accent sur le problème. Ça peut marcher avec ceux qui sont conscients du problème, mais qui hésitent, qui remettent à plus tard. Oui. La source donne un exemple pour une pub Facebook. Ces 3 signes révèlent que vous vieillissez plus vite que prévu. La plupart des femmes ignorent le numéro 2 jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça interpelle, ça crée une petite inquiétude. Oui, ça pique la curiosité et ça touche une corde sensible. Psychologiquement, ça s'appuie sur ce qu'on nomme l'aversion à la perte. C'est-à-dire ? C'est ce biais bien connu qui fait que la peur de perdre quelque chose, sa jeunesse, son apparence, nous motive souvent plus que l'espoir de gagner quelque chose d'équivalent. C'est un levier fort. Ah d'accord. Mais attention, la source le dit bien, il ne faut pas en abuser. Trop de peur, ça peut être contre-productif. Ça peut paralyser ou juste paraître trop agressif. Et la personne se ferme. Faut trouver le bon équilibre. Oui, c'est un outil puissant mais délicat à manier. Bon, et si la personne n'est pas motivée par la peur, mais plutôt par ce qu'elle pourrait gagner, par l'avenir ? Ah, alors là, on change complètement de registre. On passe au deuxième quadrant, l'optimisme. L'optimisme. Oui, l'émotion clé, c'est l'enthousiasme, l'excitation à l'idée d'une transformation positive, l'espoir d'un moi amélioré. Du coup, le marketing vise à peindre cette image vivide, désirable du futur. Le ton devient plus aspirationnel, plus positif. On cherche à inspirer confiance, à donner envie. C'est ça. C'est idéal pour les gens qui sont déjà dans une démarche d'investissement personnel, qui rêvent d'un changement.
Par exemple, une story Instagram, imaginez vous regarder dans le miroir et juste aimer ce que vous voyez, sans filtre, juste vous, rayonnante. Ça parle au désir d'épanouissement. Tout à fait. Ce quadrant joue sur le pouvoir de l'aspiration, de la visualisation positive. On aide la personne à se projeter dans le résultat, à ressentir le bénéfice émotionnel, se sentir mieux, plus en confiance, plus aligné avec soi-même. C'est très puissant pour tout ce qui est amélioration personnelle. Mais, petite nuance ici aussi, il faut que cette vision reste crédible. Si c'est trop beau pour être vrai, on risque de perdre la confiance. Faut pas tomber dans la promesse exagérée. C'est juste. Donc, on a la peur quadrant 1 et l'espoir quadrant 2. Mais quid de la personne qui a déjà tout tenté, qui est blasée, sceptique, celle qui pense « pour moi ça marchera pas » ou « on m'a déjà fait des promesses ». Ah, ça, c'est le territoire du troisième cadran, le pessimisme. L'émotion qui domine, c'est une forme de résignation, de scepticisme profond. La personne est souvent échaudée par des expériences passées où elle est persuadée que son cas est trop compliqué. Too far gone, comme disent les Américains. Voilà, et là, l'objectif marketing change encore. Fini l'urgence ou le rêve, il faut réussir à franchir ce mur de scepticisme. Et comment on fait ? Principalement avec la preuve. La preuve que, si c'est possible, même pour cette personne, le ton doit être empathique, compréhensif et surtout chargé de preuves concrètes, témoignages, études de cas. La source suggère même d'anticiper ce scepticisme. Par exemple, un objet d'email du genre « Je sais ce que vous pensez ». Encore une clinique qui promet la lune. Exactement. Ça peut paraître bizarre, mais la clé, c'est de commencer par valider le doute. Reconnaître ouvertement son scepticisme. Je comprends que vous soyez sceptique, beaucoup de nos patients pensaient ça avant. Ça crée une connexion. C'est seulement après avoir montré cette empathie que les preuves, les témoignages détaillés, les cas similaires, les avant-après, convaincants, auront un vrai poids. Sinon, ça risque de passer au-dessus. Oui, sans cette validation, les preuves peuvent être perçues comme de la simple pub et être rejetées. C'est subtil comme approche. Et ça nous amène au dernier cadran, la sécurité. Quelle est l'émotion ici ? C'est encore une forme de peur, mais différente de la première. C'est la peur de prendre la mauvaise décision. Ah, ok. Peur de regretter, peur d'un résultat raté, peur pour sa santé, ou même peur de jeter son argent par les fenêtres. C'est une anxiété liée à l'acte d'achat lui-même, à l'engagement. Donc, logiquement, le marketing ici doit réduire le risque perçu. Rassurer, montrer l'expertise, la fiabilité, la sécurité des procédures. Tout à fait. Le ton est plus pro, plus posé, factuel. On met en avant les certifications, l'expérience, les garanties, les protocoles. C'est essentiel pour convaincre quelqu'un qui est sur le point de se décider mais qui hésite encore, surtout si c'est une première fois ou un gros budget. Oui. Par exemple, sur une page de réservation, mettre « médecin certifié, membre de telle société savante, plus de 10 ans d'expérience, suivi post-procédure inclus ». Ça rassure. Exactement. Réduire tous les risques perçus, financiers, physiques, esthétiques, c'est crucial pour construire la confiance, surtout dans ce domaine où l'enjeu ressenti est élevé. Proposer une première étape sans risque, comme une consultation d'information gratuite et sans engagement, ça va aussi dans ce sens. Ça abaisse la barrière. Ok, donc on a nos 4 zones, hein. Insécurité, urgence, optimisme, désir, pessimisme, preuve, et sécurité, confiance. La grande question maintenant, comment on utilise tout ça en pratique ? Est-ce que la source, via Dr Massoudi, donne des pistes ? Oui, elle suggère d'abord d'adapter l'approche principale selon le profil type du patient. Par exemple, pour une clientèle plus jeune, mettons 25-35 ans, souvent dans la prévention ou l'amélioration, l'optimisme, quadrant 2, peut être très porteur. Logique. Pour les 35-45 ans, qui voient peut-être les premiers signes du vieillissement et s'en inquiètent, l'insécurité, quadrant 1, utilisée avec tact, peut créer le déclic. Pour les plus de 45 ans ou pour des actes plus importants, la sécurité, quadrant 4, devient souvent centrale. Et bien sûr, face à des personnes ouvertement sceptiques, il faut passer par le quadrant 3, celui du pessimisme, pour regagner leur confiance. Mais ça reste des tendances générales, j'imagine. Ah oui, tout à fait, ce sont des orientations, pas des règles gravées dans le marbre. Les motivations individuelles varient énormément. Le plus important, c'est de comprendre la logique de chaque quadrant. Et là où ça devient vraiment stratégique, d'après ce que j'ai compris, c'est quand on combine ces approches. La combinaison puissante. C'est exactement ça. Par exemple, une seule pub Facebook pourrait commencer par une accroche un peu urgente, Q1, pour attirer l'œil. L'erreur numéro 1 qui accentue vos rides du front. Oui. Ensuite, le texte développe une vision positive, Q2, imaginez un front lisse, détendu. Et l'appel à l'action finit par rassurer,
Q4. Prenez RDV pour votre diagnostic personnalisé offert. On mélange les quadrants. Tout à fait. Ou pour une vidéo de vente, une VSL, comme on dit parfois, on peut commencer par identifier le problème, le point douloureux, Q1, puis raconter une histoire de transformation inspirante, Q2, ensuite apporter des preuves solides pour contrer le scepticisme, Q3, et enfin présenter une offre qui minimise le risque avec une garantie ou une consultation facile, Q4. Ça suit un parcours émotionnel en fait. Voilà, ça accompagne le prospect à travers différentes phases. La source détaille même une campagne pour les femmes de 48 ans ciblée sur le regard fatigué. Ça commence par un email avec un objet percutant, Q1, la crème contour des yeux à 300 € qui en fait aggrave vos rides. Ouch, ça interpelle. Carrément. Et dans l'email, Satis d'abord on valide le problème, Q1, les crèmes chères qui ne servent à rien, c'est comme peindre sur de la rouille. Puis on ouvre une perspective, Q2, et si votre regard retrouvait l'éclat d'il y a 10 ans. Ensuite on contre le doute, Q3, avec un témoignage d'une femme de 44 ans, Jennifer, qui avait tout essayé. Et on termine par une proposition safe, Q4, un atelier réveil du regard gratuit, juste pour s'informer sans pression. On voit bien la construction. Ça adresse les différentes objections et émotions possibles, ça capte l'attention avec la douleur Q1, ça donne de l'espoir Q2, ça lève les doutes avec la preuve sociale Q3, et ça rend le premier pas facile et sans risque. C'est beaucoup plus malin qu'un message unique et uniforme. Clairement. Mais même avec cette super carte, on peut se planter. La source pointe des erreurs courantes qui peuvent saboter les efforts. C'est quoi les pièges classiques? Le premier écueil, c'est de trop forcer sur le quadrant 1, la peur. Trop d'urgence, trop de négatif, ça peut finir par angoisser ou même repousser les gens. Il faut savoir équilibrer avec de l'espoir Q2 ou de la réassurance Q4. Ok, pas de matraquage anxiogène. Non. Ensuite, l'erreur des promesses trop vagues. Paraissez plus jeune, ça manque de crédibilité. Il vaut mieux être spécifique, parler de résultats concrets et réalistes comme réduire l'apparence des pas de doigts de 60% en 4 semaines, si c'est le cas bien sûr. D'autres erreurs à éviter? Oui, vouloir mélanger de façon confuse plusieurs messages émotionnels forts dans un seul petit contenu, comme un post Instagram. Ça risque de brouiller le message. Il vaut mieux choisir un angle émotionnel principal par contenu, ou alors les articuler dans une séquence logique, comme dans l'exemple de la campagne email. D'accord. Et enfin, une erreur très fréquente, ne pas tenir compte de là où en est le prospect dans son parcours. Par exemple, parler de garantie de satisfaction Q4 à quelqu'un qui vient juste de découvrir la clinique sur Google, c'est peut-être prématuré. Il faut adapter le message, le cadran, au niveau de conscience et d'intérêt de la personne. Ce qui ressort, c'est qu'il faut être fin, spécifique et savoir s'adapter. Choisir la bonne émotion pour la bonne personne au bon moment et l'exprimer de manière crédible. C'est tout un art. C'est exactement ça. Alors, pour un praticien qui écoute et qui se dit « Ok, ça m'intéresse », par où commencer concrètement pour appliquer ça? La source propose une démarche assez logique. D'abord, peut-être faire un petit audit rapide. Aujourd'hui, mon marketing, il communique sur quelles émotions principalement? Est-ce que c'est équilibré? Prendre un peu de recul? Oui. Ensuite, essayer d'identifier les émotions dominantes chez ces patients idéaux. On peut leur poser la question, analyser les retours, les discussions en consultation, puis commencer à créer du contenu spécifique pour chaque cadran. Pas tout d'un coup, peut-être commencer par le cadran qui semble plus pertinent pour sa patientèle principale. Et après? Et après, le plus important, tester. Mesurer ce qui fonctionne le mieux. Quels messages obtiennent le plus d'engagement, de clics, de demandes de rendez-vous. Et ajuster au fur et à mesure. C'est un processus d'amélioration continue. Donc si on devait résumer l'idée forte de cette exploration inspirée par Dr Massoudi et Dr Kugelman, c'est que le succès en marketing esthétique, ça ne dépend pas seulement de la qualité technique, même si elle est essentielle, ça passe aussi énormément par la capacité à comprendre et à adresser les émotions profondes des patients. Et utiliser un cadre comme la carte émotionnelle peut vraiment aider à le faire de manière structurée et efficace. Ce qui est vraiment puissant dans cette approche, je trouve, c'est qu'elle combine l'empathie, la compréhension psychologique avec une méthode structurée, presque scientifique. Ça permet d'aller au-delà des tactiques de vente parfois un peu froides ou standardisées pour tisser une vraie connexion, plus respectueuse et au final plus performante. On met en valeur l'intelligence émotionnelle du praticien en plus de son expertise technique. Pour conclure, une petite piste de réflexion pour aller plus loin, au-delà de ces 4 grandes émotions, peur, désir, scepticisme, besoin de sécurité, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres nuances émotionnelles peut-être plus subtiles, spécifiques à certains traitements ou à certains profils de patients, qui influencent leurs décisions? Et comment on pourrait les intégrer pour une communication encore plus fine, encore plus personnalisée? Voilà une question intéressante à méditer.